Londres, mai 1807. Le matin arriva, froid et gris, comme si même les cieux comprenaient la nature de ce qui allait se produire dans la petite chapelle familiale de la résidence Whitmore. Eleanor Whitmore se tenait devant le modeste autel dans une robe de mariée empruntée qui tombait un peu lâche sur ses épaules, la soie ivoire choisie pour la silhouette d'une autre, pour la joie d'une autre. À 24 ans, elle avait depuis longtemps accepté la vérité que les miroirs et la société murmuraient avec une égale cruauté. Elle était quelconque. Ses traits étaient quelconques, sa silhouette ni gracieuse ni particulièrement féminine, ses cheveux d'un châtain terne qui refusait de boucler à la mode, malgré tous les efforts de sa femme de chambre. Elle ne possédait aucune beauté pour la recommander. Aucun charme qui pût compenser son visage malheureux, rien d'autre que l'argent de son père et les circonstances désespérées qui l'avaient conduite à cet instant. À ses côtés se tenait Lord Christopher Ashworth, comte d'Ashworth, un homme qu'elle n'avait rencontré que 2 fois exactement avant ce matin. Il était beau de la manière sévère des statues de marbre, tout en angle vif et en perfection froide. La mâchoire serrée tout au long de la brève cérémonie, comme s'il endurait plutôt qu'il ne célébrait. Ses yeux, d'un gris saisissant qui aurait pu être magnifique dans un contexte plus doux, restaient distants et durs, fixés sur un point au-delà de la tête du pasteur. Eleanor sentait le tort de la situation jusqu'au plus profond d'elle-même, la façon dont la voix de son mari découpait ses vœux avec une colère à peine contenue. La façon dont il ne la regardait pas une seule fois en prononçant des mots qui auraient dû être tendres. Elle savait ce que c'était. Les ennuis financiers de son père s'étaient accumulés pendant l'hiver comme la neige amoncelée, silencieuse et suffocante, jusqu'à ce que Victor Whitmore vienne la trouver avec cette expression particulière que les hommes arborent lorsqu'ils sont sur le point de dépenser leur fille comme une monnaie d'échange. Elle était vendue, troquée, échangée contre le soulagement financier et l'élévation sociale que son père convoitait. Que Lord Ashworth, jeune, riche et titré, ait accepté ce mariage la mystifiait, jusqu'à ce qu'elle voie son visage et comprenne, il ne voulait pas d'elle. Il voulait quelque chose de son père, un arrangement commercial qui nécessitait ce lien juridique. Derrière eux, les quelques invités que son père avait rassemblés chuchotaient en 2 voix qui portaient dans la chapelle de pierre, comme le vent dans les fissures. Un couple mal assorti, murmurait-il. Une fille si quelconque pour un lord si séduisante. Whitmore devait être bien désespéré, comme il était étrange que le comte ait accepté. Le scandale de cet arrangement précipité. Eleanor se tenait très droite, la colonne vertébrale rigide, le menton haut, refusant de ployer sous le poids de leur jugement. Elle avait appris la dignité très tôt, cette armure particulière des indésirables. Lorsque Christopher lui passa enfin la bague au doigt, son contact fut bref et froid, comme le gel de janvier, et Eleanor Whitmore devint Eleanor Ashworth, comtesse d'Ashworth, un titre qui ressemblait plus à une cage qu'à une couronne, sachant avec une certitude absolue qu'elle n'était pas aimée, pas désirée, rien de plus qu'une transaction scellée par des vœux vides et un anneau d'or aussi lourd qu'une chaîne à sa main. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. Le déjeuner de noces se révéla encore plus insupportable que la cérémonie elle-même. Une petite assemblée de parents et d'associés commerciaux réunis dans la salle. À manger des Whitmore, où la conversation avançait par éclats saccadés autour du silence quasi complet d'Eleanor et de Christopher. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre en bout de table, si proches que leurs manches se frôlaient presque, mais séparés par un abîme d'intentions froides qu'Eleanor pouvait sentir comme un air hivernal s'infiltrant à travers les murs.
Christopher ne parlait que lorsqu'on s'adressait directement à lui, ses réponses brèves et formelles, et il ne la regarda pas une seule fois durant ce repas interminable. Eleanor picorait sa nourriture sans appétit, accomplissant les gestes attendus d'une mariée tandis que son esprit tournait autour des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Pourquoi avait-il accepté ce mariage? Que voulait-il de son père? Combien de temps devrait-elle endurer cette politesse glaciale qui tenait lieu de mariage? La réponse ne vint pas de lui, mais des voix négligentes de deux des partenaires commerciaux de son père qui s'étaient avancés juste au-delà de la porte, dans le hall, leurs paroles revenant à travers l'ouverture avec une clarté cruelle. Elle entendit le nom de Christopher, puis celui de son père, puis l'histoire qui fit se glacer son sang dans ses veines. 10 ans auparavant, Victor Whitmore avait conclu un arrangement commercial avec le défunt comte d'Ashworth, le père de Christopher, une entreprise commune que Whitmore avait systématiquement sapée par une comptabilité frauduleuse et des pertes délibérément dissimulées, laissant le vieux Lord Ashworth responsable de dettes qui le détruisirent financièrement et socialement. La honte et le stress l'avaient tué en moins d'1 an, laissant son fils reconstruire à partir des ruines. Et maintenant, continuèrent les voix avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration pour l'intelligence du stratagème. Le jeune Lord Ashworth avait pris sa revanche de la manière la plus élégante qui soit. En épousant l'unique enfant de Whitmore, lui enlevant la seule chose que le marchand appréciait au-delà de l'argent, le seul vecteur de ses ambitions sociales, et la condamnant à une vie de misère, en tant qu'épouse non désirée d'un comte qui méprisait tout ce qu'elle représentait. Eleanor resta assise, très droite, tandis que les mots la pénétraient comme des couteaux, chaque révélation étant une nouvelle blessure. Elle n'était pas seulement non désirée, elle était détestée, un outil de vengeance, l'instrument par lequel Christopher punirait son père en s'assurant que sa fille vive dans une misère solitaire au sein d'un mariage froid. Ses mains tremblaient sur ses genoux et elle les serra fermement l'une contre l'autre, se forçant à garder son sang-froid, à ne donner à personne la satisfaction de la voir s'effondrer. Lorsqu'elle osa enfin jeter un coup d'œil à Christopher, elle trouva son profil rigide comme de la pierre sculptée, la mâchoire serrée. Et elle comprit avec une certitude accablante qu'il avait également entendu la conversation, qu'il savait qu'elle connaissait maintenant la vérité, et qu'il s'en moquait. Le voyage jusqu'au manoir d'Ashworth se déroula dans un silence quasi complet. La voiture roulant à travers une campagne qui aurait pu être magnifique si Eleanor avait eu la moindre capacité à la remarquer. Christopher regardait par la fenêtre opposée, le visage détourné, et Eleanor regardait ses mains, l'anneau d'or qui la marquait comme sa propriété, et sentit son cœur se briser encore davantage. Lorsque le manoir apparut enfin, un grand édifice de pierre niché au milieu d'arbres centenaires, Eleanor le reconnut pour ce qu'il était, sa prison, belle et froide. L'intendante, Pam Dalton, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux manières douces, les accueillit dans le hall d'entrée. Et Eleanor vit dans son expression quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la sympathie, comme si elle comprenait déjà exactement quel genre de mariage venait d'arriver à sa porte. Madame Dalton conduisit Eleanor en haut du large escalier aux tapis usés, le long d'un grand couloir où les portraits des ancêtres Ashworth la dévisageaient depuis leur cadre sombre, et enfin jusqu'à une double porte à l'extrémité de l'aile est. « Les appartements de la comtesse », expliqua Madame Dalton avec une formalité douce, bien qu'Eleanor décelât de la tristesse sous ses paroles. Lorsque l'intendante ouvrit les portes, Eleanor pénétra dans des pièces qui étaient manifestement vides depuis des années, des grains de poussière tourbillonnantes dans la lumière grise de l'après-midi, qui filtrait par de hautes fenêtres, des housses de Hollande drapées sur les meubles comme des fantômes, l'air lui-même semblant vicié et négligé. La mère de Christopher était décédée 8 ans plus tôt, offrit tranquillement Madame Dalton, et sa seigneurie avait gardé ses pièces fermées depuis.
incapable de supporter les souvenirs. Eleanor hocha la tête, comprenant à cet instant qu'elle n'était pas la première femme à souffrir dans cette maison, que le deuil et la perte avaient marqué ces murs bien avant son arrivée. Madame Dalton promit de faire nettoyer et aérer les pièces immédiatement, mais Eleanor l'entendit à peine, sentant déjà le poids d'habiter l'espace d'une femme morte, d'être la remplaçante non désirée de toutes les manières possibles. Lorsque l'intendante se retira enfin, Eleanor se tint seule dans la pénombre et se laissa ressentir toute la mesure de sa situation, la solitude qui s'étendait devant elle comme un hiver sans fin. Elle venait de commencer à retirer sa cape de voyage lorsque la porte s'ouvrit sans cérémonie et que Christopher entra, son visage arborant toujours la même sévérité froide qu'il avait eue toute la journée. Il ne s'adoucit pas en la regardant, ne feignit ni gentillesse ni préoccupation. Il l'informa d'un ton sec et formel qu'il n'attendait rien de ce mariage au-delà de sa présence physique, qu'elle aurait tout le confort matériel mais ne devait se faire aucune illusion sur l'affection ou la compagnie, que sa vengeance était satisfaite simplement en l'ayant prise à son père et en l'installant dans cet exil solitaire où elle passerait ses jours en tant que comtesse d'Ashworth non désirée. Eleanor écouta, les mains jointes devant elle, maintenant la dignité qui était devenue son bouclier, et quand il eut fini, elle croisa son regard avec un calme constant et lui dit d'une voix qui ne tremblait pas qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle ne mendirait pas une affection dont elle savait qu'elle n'existait pas, ne le chargerait pas d'attentes qu'il n'avait aucune intention de satisfaire, et le dérangerait aussi peu que possible tout en remplissant les obligations que sa position exigeait. Quelque chose vacilla alors dans son expression, de la surprise peut-être, ou possiblement le plus léger soupçon de malaise. Mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. Il hocha la tête une fois, tourna les talons, et partit sans un autre mot, la porte se refermant derrière lui avec une finalité creuse. Eleanor resta immobile un long moment, puis traversa la pièce jusqu'à la porte et tourna très délibérément la clé dans la serrure, le déclic métallique résonnant dans la pièce silencieuse. C'était une petite chose de fermer cette porte à clé, mais c'était à elle, le seul choix qu'elle pouvait faire, le seul espace qu'elle pouvait contrôler dans cette prison qu'était son mariage. Cette nuit-là, après que Madame Dalton eut supervisé un tourbillon de nettoyage et lui eut apporté un simple souper sur un plateau, après que le feu eut été allumé et que le plus gros de la poussière eut été banni, Eleanor gisait dans le grand lit à baldaquin qui avait appartenu à la mère de Christopher, et fixait le plafond tandis que des larmes silencieuses glissaient le long de ses tempes jusque dans ses cheveux. Elle n'avait pas espéré l'amour, n'avait jamais été assez sotte pour rêver de romance, mais elle n'avait pas anticipé cette froideur active, cette cruauté délibérée de se faire dire explicitement qu'elle n'était rien de plus qu'un instrument de vengeance. Dans le couloir, bien qu'Eleanor ne le sût pas, Christopher se tenait la main levée vers sa porte, la mâchoire serrée et quelque chose de désagréable se tordant dans sa poitrine qui aurait pu être de la culpabilité ou la première fissure dans le mur de colère qu'il avait construit autour de son cœur. Il resta là plusieurs minutes, luttant contre des impulsions qu'il ne pouvait nommer, puis baissa finalement la main et s'éloigna vers ses propres appartements, se disant qu'il ne ressentait rien, que tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu, même si le sommeil le fuyait jusqu'aux heures grises de l'aube. Les jours s'installèrent dans une routine aussi rigide et froide que le givre hivernal, chacun presque identique au précédent, marqué seulement par la lente procession des heures qu'Eleanor naviguait avec une dignité prudente. Elle se réveillait tôt chaque matin dans les appartements de la comtesse, s'habillait avec l'aide d'une jeune femme de chambre nommée Annie, qui avait commencé à montrer une affection sincère envers sa nouvelle maîtresse, et passait ses matinées à explorer le vaste manoir qui était maintenant sa demeure, découvrant des pièces négligées remplies de meubles drapés, et une grandeur fanée qui parlait de jours meilleurs où la chaleur et la vie avaient rempli ses couloirs.
Elle trouva une salle de musique avec un pianoforte tristement désaccordé, une serre où des vitres brisées avaient permis aux intempéries d'endommager des plantes exotiques qui avaient dû être magnifiques, et d'innombrables autres espaces qui semblaient attendre que quelqu'un les remarque, sans souci, leur redonne leur utilité. Eleanor demanda à Madame Dalton des produits de nettoyage et la permission de restaurer ce qu'elle pouvait, et l'intendante accepta avec une expression de soulagement, comme si elle avait espéré que quelqu'un s'occupe enfin de la décrépitude. Christopher l'évitait avec ce qui semblait être un effort délibéré, prenant son petit déjeuner avant qu'elle ne descende, disparaissant dans son bureau ou partant à cheval à travers le domaine pour des affaires qui le tenaient occupé jusqu'au soir, et bien qu'ils partageassent un dîner formel chaque soir dans la vaste salle à manger, il s'asseyait à l'autre bout de la longue table et répondait à ses tentatives de conversation polies par des réponses si brèves et froides qu'Eleanor cessa bientôt d'essayer. Mangeant en silence tandis que les domestiques se déplaçaient comme des ombres autour d'eux et que la distance entre mari et femme semblait s'accroître même s'ils occupaient le même espace. Le personnel, cependant, commença à se réchauffer envers Eleanor, d'une manière qui apportait un petit réconfort contre la solitude plus grande. Madame Dalton lui parlait avec une douceur croissante, les femmes de chambre souriaient quand elle les remerciait pour leur service, les laquais s'inclinaient avec ce qui semblait être un respect sincère plutôt qu'un simple devoir, et Eleanor comprit que sa gentillesse contrastait vivement avec la froideur maussade de Christopher, qu'il la plaignait et admirait sa dignité à parts égales. Chaque soir, elle montait les escaliers vers ses appartements, alors que la maison s'installait dans l'obscurité. Entrait dans les pièces qui étaient devenues son sanctuaire et sa prison, et tournait la clé dans la serrure, avec des doigts qui tremblaient légèrement malgré sa détermination à rester forte, ce petit acte de défi et d'autoprotection étant le seul contrôle qu'elle possédait dans une vie entièrement déterminée par les autres. Et chaque soir, bien qu'Eleanor ne le sût pas encore, Christopher se sentait attiré vers son couloir comme tiré par des fils invisibles, se tenant devant sa porte verrouillée dans l'ombre, la main levée et la mâchoire serrée, luttant avec des sentiments qu'il ne pouvait nommer et ne voulait pas examiner. La culpabilité peut-être, ou le regret, ou quelque chose d'encore plus troublant qui lui murmurait qu'il avait commis une terrible erreur. Madame Dalton le vit là une nuit, alors qu'elle faisait sa dernière ronde. Vit le comte d'Ashworth se tenir comme un pénitent devant la porte de sa propre femme, et elle ne dit rien, mais archiva l'observation avec des yeux avertis qui avaient vu beaucoup de choses au cours de ses années de service, comprenant que quelque chose était en train de changer dans cette maison, que la vengeance était un froid compagnon et la solitude une dure maîtresse, et que la routine désormais établie ne pourrait durer éternellement sans que quelque chose ne se brise. La deuxième semaine du mariage d'Eleanor commença avec des cieux gris qui correspondaient à la morosité de ses journées, et le mardi matin, elle se réveilla avec une détermination naissante, malgré sa solitude, décidant de se rendre à pied aux chaumières des tenanciers à l'autre bout du domaine pour se présenter correctement aux familles qui y vivaient. Voulant remplir au moins une fonction utile en tant que comtesse, même si son mari ne s'intéressait pas à elle en tant qu'épouse. Madame Dalton l'avertit que la pluie menaçait et qu'elle ferait peut-être mieux d'attendre un temps plus clément, mais Eleanor insista avec une douce obstination qui avait commencé à caractériser sa navigation dans cette froide maisonnée, s'enveloppant dans une cape et partant à travers les prairies avec un panier de conserves et de petites nécessités qu'elle pensait pouvoir être les bienvenues. Les chaumières étaient plus éloignées qu'elle ne l'avait estimé, et la pluie commença avant qu'elle ne soit à mi-chemin. Des gouttes froides qui se transformèrent rapidement en une averse qui trempa sa cape et la glaça jusqu'aux os, mais Eleanor continua d'avancer par pure détermination. Visitant 3 familles qui la reçurent avec une gratitude surprise avant de finalement rebrousser chemin vers le manoir, frissonnant violemment et sentant le froid s'installer profondément dans sa poitrine. Au moment où elle atteignit le manoir d'Ashworth,
Elle pouvait à peine monter les marches du perron, et Annie haleta d'alarme en voyant sa maîtresse dégoulinante et pâle, l'aidant à monter à l'étage et à mettre des vêtements secs tandis que Madame Dalton était appelée et s'agitait autour d'elle avec une sollicitude maternelle qui fit monter les larmes aux yeux d'Eleanor, car cela faisait si longtemps que personne ne s'était inquiété de son bien-être. Ce soir-là, Eleanor ne descendit pas pour dîner, et Madame Dalton informa Christopher avec une neutralité prudente que sa seigneurie était tombée malade après s'être promenée sous la pluie pour rendre visite à ses tenanciers, qu'elle était fiévreuse et avait été mise au lit, et Christopher répondit avec froideur que cela ne le concernait en rien si sa femme choisissait de se comporter stupidement, se retournant vers sa correspondance comme si l'affaire était entièrement triviale. Mais tout au long de la soirée, il sentit son attention s'égarer des documents du domaine devant lui, se surprenant à écouter les bruits de l'étage supérieur, trouvant des excuses pour passer devant Madame Dalton et demander avec une désinvolture étudiée s'il y avait un changement dans l'état de sa seigneurie. Et les yeux avertis de l'intendante lui dirent qu'elle voyait clair dans sa prétention d'indifférence, même si elle répondait que la fièvre montait et que peut-être le médecin devrait être appelé le lendemain matin. Quand la nuit tomba, Christopher se dit qu'il n'irait pas à la porte d'Eleanor, que sa maladie était de sa propre faute et non de sa responsabilité. Mais ses pieds le portèrent en haut des escaliers et le long du couloir comme ils l'avaient fait chaque nuit depuis leur mariage, et cette fois, lorsqu'il se tint devant sa porte verrouillée, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang, le son d'Eleanor gémissant dans un délire fiévreux, sa voix aiguë et effrayée, prononçant des mots qu'il ne pouvait tout à fait distinguer. Pour la première fois depuis leur nuit de noces, il frappa à sa porte, doucement d'abord, puis plus urgemment, appelant son nom avec une panique croissante quand elle ne répondit pas, n'entendant que ces terribles gémissements qui parlaient d'une souffrance hors de son contrôle. Il appela de nouveau son nom, plus fort maintenant, l'étiquette oubliée dans une peur soudaine. Et quand il n'y eut toujours pas de réponse autre que ce son angoissé, il prit sa décision en un instant, reculant et jetant son épaule contre la porte, forçant la serrure dans un craquement de bois qui se brisait et sembla résonner dans la maison endormie. La porte s'ouvrit violemment, et Christopher trébucha dans la pièce sombre, éclairée seulement par les braises mourantes dans la cheminée, et là, dans le grand lit à baldaquin, gisait Eleanor, le visage empourpré par la fièvre et les cheveux humides de sueur, inconsciente et brûlante d'une chaleur qu'il pouvait sentir avant même d'atteindre son chevet, et à cet instant, Christopher comprit avec une parfaite clarté qu'il avait été un imbécile, que la vengeance était une chose froide et amère, et que la femme allongée, impuissante devant lui, comptait d'une manière qu'il avait refusé de reconnaître, jusqu'à ce qu'il soit confronté à la possibilité de la perdre entièrement. Christopher resta figé près du lit d'Eleanor pendant un instant seulement avant que sa paralysie ne se rompe et qu'il ne se retourne pour crier le nom de Madame Dalton, sa voix résonnant dans le manoir avec une urgence qui fit accourir l'intendante en vêtements de nuit, ses yeux s'écarquillant en voyant la porte éclater et son maître agenouillé à côté de sa femme inconsciente. « Faites venir le docteur Pemberton immédiatement, » ordonna Christopher. « Peu importe qu'il soit au milieu de la nuit, dites-lui que la comtesse est gravement malade et que je paierai tout ce qu'il demandera. » Et pendant que l'intendante se dépêchait d'envoyer un laquais, Christopher se retourna vers Eleanor, rapprochant une chaise de son chevet et prenant un linge pour l'humecter avec l'eau de la carafe, le pressant doucement contre son front brûlant, tandis que son esprit était en proie à une peur qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années, pas depuis que son père était tombé malade et que Christopher avait regardé, impuissant, l'homme dépérir sous le poids de la honte et de la ruine. Eleanor gémit de nouveau et tourna la tête avec agitation sur l'oreiller, ses lèvres bougeant pour former des mots qui venaient par fragments, des murmures sur le fait d'être indésirable. Invisible et seule, sur les pères qui ne voient leurs filles que comme des marchandises
et les maris qui regardent à travers leurs femmes comme si elles étaient faites de verre. Et Christopher sentit chaque mot comme une lame tournant dans sa poitrine, car il comprit avec une terrible clarté qu'il avait fait cela, que sa cruauté délibérée avait blessé cette femme innocente, qui n'avait jamais fait de mal à personne, qui avait marché sous la pluie pour apporter du réconfort à ses tenanciers pendant qu'il était assis dans son bureau à cultiver son amertume comme un trésor. Le médecin arriva en moins d'une heure. Race, un homme aux cheveux gris, qui examina Eleanor avec une efficacité expérimentée, tandis que Christopher se tenait à côté, se sentant totalement inutile, regardant le docteur Pemberton vérifier son pouls, écouter sa respiration et froncer les sourcils avec une inquiétude qui fit se serrer les poings de Christopher. « C'est une fièvre sévère », prononça le médecin, probablement due à l'exposition au froid et à l'humidité. Ses poumons sont congestionnés et le jour ou les 2 jours suivants seront critiques. Vous devez la maintenir au frais, avec des linges humides. La faire boire de l'eau chaque fois qu'elle est assez consciente pour avaler, et m'envoyer chercher si la fièvre monte plus haut ou si elle a des difficultés à respirer. Christopher hocha la tête sèchement et raccompagna le médecin avec des promesses de paiement et de gratitude, puis retourna au chevet d'Eleanor et reprit sa veillée, humectant le linge encore et encore. Oh, alors que la nuit s'étirait vers l'aube, écoutant ces murmures délirants qui révélaient la solitude de sa vie, la résignation avec laquelle elle avait accepté de ne pas être aimée, la dignité tranquille qu'elle maintenait même dans l'intimité de ses propres pensées. Alors qu'une pâle lumière commençait à filtrer par les fenêtres, la fièvre d'Eleanor finit par tomber, sa peau se rafraîchissant sous sa main et sa respiration devenant plus naturelle. Et lorsque ses yeux s'entr'ouvrirent juste après l'aube et se fixèrent avec confusion sur Christopher assis à côté de son lit, toujours dans ses vêtements de soirée, et épuisé par sa nuit de veille, il vit la question dans son regard, la stupéfaction de le trouver là, et il ne put supporter d'y répondre, ne put expliquer ce qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Alors il se leva simplement brusquement, et quitta la pièce sans un mot, laissant Eleanor le regarder partir dans une faible confusion, tandis que quelque chose de fondamental se déplaçait dans les fondations de sa vengeance soigneusement construite. Eleanor se rétablit lentement au cours de la semaine suivante, reprenant ses forces par petites étapes prudentes, tout en restant confinée dans ses appartements sous la surveillance attentive de Madame Dalton. Durant ces jours de convalescence, elle se trouva à méditer sur le mystère de la présence de Christopher à son chevet, essayant de comprendre pourquoi un homme qui l'avait épousée par vengeance forcerait sa porte verrouillée et passerait la nuit à soigner sa fièvre de ses propres mains. Lorsqu'elle fut enfin assez bien pour quitter ses appartements et reprendre ses repas dans la salle à manger, elle découvrit que quelque chose avait changé dans l'architecture soignée de leur coexistence froide, car Christopher ne prenait plus son petit déjeuner tôt pour l'éviter, ni ne trouvait d'excuses pour dîner dans son bureau, mais apparaissait plutôt à l'heure des repas, avec une régularité qui suggérait une intention plutôt qu'une coïncidence. Le premier matin où elle descendit pour le petit déjeuner, il se leva à son entrée, une courtoisie automatique qui sembla le surprendre autant qu'elle, et après qu'elle se fut assise, il demanda avec une formalité maladroite comment elle se sentait, si elle avait bien dormi, si le tonique du médecin l'aidait avec sa toux persistante. Eleanor répondit prudemment, incertaine de ce qu'il fallait penser de cette nouvelle attention. Étudiant son visage à la recherche de signes de moquerie ou d'intentions cachées, mais ne trouvant que ce qui semblait être une préoccupation sincère mêlée de malaise, comme s'il naviguait en territoire inconnu sans carte. Les questions continuèrent lors des repas suivants, des demandes guindées sur ses activités et sa santé auxquelles elle répondait avec une politesse mesurée. Et peu à peu, Eleanor commença à remarquer d'autres changements également, de petites modifications dans le comportement de Christopher qui s'accumulèrent pour former un schéma qu'elle n'osait pas interpréter de peur de se tromper.
Il commença à s'attarder après le dîner au lieu de se retirer immédiatement dans son bureau, s'asseyant en face d'elle dans le salon pendant qu'elle brodait et qu'il faisait semblant de lire. Le silence entre eux n'étant plus tout à fait aussi hostile. Elle le surprenait parfois à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ses yeux suivant ses mouvements alors qu'elle arrangeait des fleurs dans le hall ou parlait gentiment à la femme de chambre, et quand elle croisait son regard, il détournait rapidement les yeux comme s'il avait été surpris à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il remarqua des choses sur elle qui la surprirent par leur spécificité, commentant qu'elle prenait son thé avec du miel mais sans lait, qu'elle préférait le salon bleu du matin parce qu'il recevait la meilleure lumière, qu'elle avait l'habitude de fredonner doucement quand elle se croyait seule. Ces observations semblaient étrangement intimes, venant d'un homme qui lui avait à peine parlé pendant des semaines, et Eleanor ne savait pas si elle devait être heureuse ou troublée par cette preuve que Christopher avait été attentif alors qu'elle se croyait invisible à ses yeux. Pourtant, malgré ces petits adoucissements, elle continuait de verrouiller la porte de sa chambre chaque nuit, l'habitude étant maintenant à la fois protection et principe, une dernière forteresse d'autonomie dans une vie où elle avait si peu de contrôle. Et toujours, bien qu'elle ne le sût pas, Christopher continuait sa veillée nocturne devant cette porte verrouillée, se tenant dans le couloir sombre, la main levée vers le bois, voulant frapper mais incapable de trouver les mots adéquats pour les excuses qu'il lui devait, incapable de justifier de demander le pardon alors qu'il lui avait donné toutes les raisons de le mépriser. Que dirait-il si elle ouvrait la porte et le trouvait là? Quel droit avait-il de lui demander quoi que ce soit après la cruauté de sa vengeance? Alors il se tenait en silence et luttait avec des questions qui n'avaient pas de réponse facile, puis retournait dans ses propres appartements froids, tandis qu'Eleanor restait éveillée de l'autre côté de la porte verrouillée, se demandant ce que son mari voulait d'elle maintenant et craignant d'espérer que ce pût être autre chose que l'apaisement de sa conscience. Eleanor découvrit la bibliothèque par un après-midi gris, près d'un mois après son mariage, errant dans des pièces qu'elle n'avait pas encore entièrement explorées, et se retrouvant attirée par une double porte qu'elle avait supposée mener à un autre salon, pour finalement entrer et avoir le souffle coupé à la vue d'étagères allant du sol au plafond, remplies de livres, plus de livres qu'elle n'en avait jamais vus en dehors de ses brèves visites dans les bibliothèques de prêt à Londres. L'odeur riche du cuir, du papier et de la poussière emplit ses sens d'un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis son arrivée au manoir d'Ashworth. Elle se déplaça le long des étagères, ses doigts effleurant les dos des livres avec respect, lisant des titres de philosophie, de poésie et d'histoire, trouvant des volumes usés de Shakespeare à côté d'éditions impeccables de romans contemporains, preuve d'un lecteur au goût varié et dont l'amour des livres égalait le sien. Elle était si absorbée par son exploration qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière elle, ni ne remarqua la présence de Christopher jusqu'à ce que sa voix rompe le silence avec une question qui la fit sursauter et se retourner, coupable, comme si elle avait été surprise en train de voler. « Lisez-vous » demanda-t-il, et la question contenait une curiosité si sincère, plutôt que de la moquerie, qu'Eleanor se trouva à répondre honnêtement au lieu de se réfugier derrière une dérobade polie, lui disant que oui, elle avait toujours aimé les livres, qu'ils avaient été ses compagnons pendant une enfance solitaire, et son évasion d'une maison où l'affection était rationnée et la valeur mesurée uniquement en monnaie. Christopher s'approcha, ses yeux balayant l'étagère où elle se tenait, et lui demanda ce qu'elle aimait lire. Ainsi commença une conversation différente de toutes celles qu'ils avaient eues auparavant, hésitante au début, mais gagnant en confiance à mesure qu'ils découvraient des favoris communs et débattaient des mérites de divers auteurs. L'intelligence et la perspicacité d'Eleanor se révélèrent d'une manière qui surprit clairement Christopher, son expression passant d'un intérêt poli à un engagement sincère, alors qu'elle citait des passages de mémoire et offrait des interprétations qui défiaient les siennes. Quand elle mentionna aimer les essais de Mary Wollstonecraft,
il la regarda avec quelque chose qui approchait le respect, remarquant qu'il ne s'attendait pas à trouver dans sa propre maison une femme qui avait lu « Défense des droits de la femme », et encore moins qui était d'accord avec ses arguments. Eleanor sentit une étincelle de défi s'allumer en elle, alors qu'elle croisait son regard, et lui dit qu'il y avait beaucoup de choses sur elle qu'il n'avait pas pris la peine de découvrir, qu'il l'avait jugée sur la base des péchés de son père et de son visage quelconque, sans jamais demander qui elle était réellement sous ses jugements de surface. Les mots restèrent en suspens entre eux avec plus de franchise qu'elle ne l'avait prévu, et elle vit des émotions traverser le visage de Christopher trop rapidement pour les identifier avant qu'il ne cite doucement un poème de William Cowper qu'elle aimait, les vers sur la variété étant le sel de la vie qui lui donne toute sa saveur, et leurs yeux se rencontrèrent avec la reconnaissance soudaine d'un langage partagé. Une connexion forgée à travers les mots et les idées, plutôt que par la froide transaction de leur mariage. Pendant un instant, quelque chose de tendre vacilla dans l'expression de Christopher et Eleanor, sentit son cœur la trahir avec espoir. Mais il sembla alors se ressaisir et les murs se refermèrent tandis qu'il s'éloignait et s'excusait avec une formalité maladroite, la laissant seule au milieu des livres, le pouls battant et la confusion tourbillonnant dans ses pensées. Cette nuit-là, lorsque Christopher se tint devant sa porte verrouillée comme c'était devenu son habitude indésirable, il leva la main pour frapper comme il le faisait chaque soir, mais cette fois il murmura son nom si doucement qu'Eleanor, à l'intérieur, ne put l'entendre, ne put savoir qu'il se tenait là, luttant avec la prise de conscience que sa femme n'était pas le réceptacle vide qu'il avait imaginé, mais une femme de profondeur, d'intelligence et de force tranquille, et que sa vengeance les avait piégés tous les deux d'une manière qu'ils commençaient seulement à comprendre. Eleanor découvrit la roseraie un matin, où un pâle soleil luttait pour percer les nuages gris, se retrouvant attirée par un enclos muré à l'extrémité, est du domaine du manoir qu'elle avait aperçu de la fenêtre de sa chambre, mais n'avait pas encore exploré. Lorsqu'elle poussa le portail en bois usé, elle se retrouva dans ce qui avait dû être un lieu d'une beauté considérable, mais qui était tombé dans un abandon mélancolique, avec des buissons envahissantes enchevêtrés et des parterres étouffés par les mauvaises herbes, et des rosiers grimpants devenus sauvages sur des treillages en ruine. L'état d'abandon du jardin faisait écho à son propre sentiment d'être négligé et oublié, et elle se retrouva à y retourner jour après jour avec des gants de jardinage empruntés au jardinier et des cisailles qui semblaient maladroites dans ses mains inexpérimentées, apprenant par essai et erreur comment tailler le bois mort et faire de la place pour une nouvelle croissance, se perdant dans le travail physique, qui apaisait ses pensées confuses sur Christopher et le dégel étrange qui semblait se produire entre eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Christopher l'observait depuis la fenêtre de son bureau, se tenant chaque après-midi les documents oubliés dans ses mains, tandis que ses yeux suivaient ses mouvements parmi les roses, se souvenant combien sa mère avait aimé ce jardin et y avait passé des heures dans les années précédant la maladie qui l'emporta, comment elle lui avait appris les noms de chaque variété et lui avait montré comment couper les fleurs fanées pour encourager de nouvelles floraisons. Voir Eleanor maintenant apporter soin et attention à cet espace négligé remua quelque chose en lui qui ressemblait dangereusement à de la tendresse. Le 5e jour du travail de jardinage solitaire d'Eleanor, Christopher se retrouva à marcher vers le jardin comme si ses pieds avaient décidé sans consulter son esprit. Et Eleanor leva les yeux, surprise, lorsque son ombre tomba sur le parterre où elle était agenouillée à arracher les mauvaises herbes. Le visage rougi par l'effort et une tache de terre sur la joue d'une manière qui la faisait paraître plus jeune et moins sur la défensive qu'il ne l'avait encore vue. Il resta là maladroitement un moment avant d'offrir des conseils brusques sur les techniques de taille, indiquant quelles branches étaient mortes et lesquelles simplement dormantes, et Eleanor écouta avec une attention tranquille avant de retourner à son travail, tandis que Christopher restait là,
incertain de devoir partir ou rester. Après un long silence, il s'agenouilla à côté d'elle et commença à travailler sur un buisson particulièrement enchevêtré. Et ils travaillèrent côte à côte sans parler jusqu'à ce qu'Éléanore demande enfin, avec hésitation, si cela avait été le jardin de sa mère. Christopher sentit des mots monter à sa gorge qu'il n'avait dites à personne depuis des années, depuis la mort de sa mère, racontant à Éléanore comment sa mère avait créé ce jardin pendant son enfance et comment il avait été son refuge contre les exigences sociales d'une comtesse, comment elle avait été la plus heureuse ici, avec de la terre sous les ongles et des roses dans les cheveux. Éléanore écouta sans l'interrompre ni offrir de platitude vide, son silence étant en quelque sorte plus réconfortant que ne l'aurait été la sympathie, et Christopher se retrouva à partager le souvenir des derniers jours de sa mère, quand elle avait demandé à être portée dehors pour voir ses roses une dernière fois, comment elle était morte 3 jours plus tard avec des pétales éparpillés sur sa courte pointe. Quand il cessa enfin de parler, il réalisa que ses mains tremblaient et qu'Éléanore s'était rapprochée, sa main reposant légèrement sur son bras dans un geste de compassion si simple qu'il menaça de le défaire complètement, et il se retrouva à s'attarder là longtemps après la fin du travail, réticent à briser la connexion fragile qui s'était formée entre eux dans le calme de l'après-midi, parmi les roses oubliées de sa mère. La lettre arriva un matin où le début de l'été avait enfin percé les ciels gris qui semblaient perpétuellement suspendus au-dessus du manoir d'Ashworth, livré par un cavalier qui portait la livrée distinctive de la maisonnée Whitmore et qui repartit rapidement comme s'il était réticent à s'attarder dans un lieu où la présence du maître pesait si lourdement. Éléanore travaillait dans la roseraie lorsque Mme Dalton lui apporta la lettre. L'expression de l'intendante soucieuse alors qu'elle lui tendait le papier scellé, et Éléanore sentit son estomac se nouer avant même de briser le seau de cire et de déplier la feuille unique couverte de l'écriture anguleuse de son père. Les mots étaient brefs et brutaux de la seule manière que Victor Whitmore put maîtriser, blâmant Éléanore pour son échec à adoucir le cœur de son mari face aux difficultés commerciales qui l'avaient accablé, l'accusant d'égoïsme et d'ingratitude après tout ce qu'il avait sacrifié pour lui assurer un mariage si avantageux, lui rappelant avec une précision cruelle que son visage quelconque et son manque de charme l'avaient rendu impossible à marier à quiconque, sauf à un homme cherchant vengeance, et qu'elle lui devait son intervention dévouée en sa faveur. Éléanore lut la lettre 2 fois, chaque mot atterrissant comme un coup, avant que ses mains ne se mettent à trembler et que des larmes qu'elle ne pouvait contrôler ne coulent sur ses joues. Elle s'affaissa sur le banc de pierre parmi les roses qu'elle avait si soigneusement entretenues, tandis que la lettre voletait de ses doigts engourdis jusqu'au sol à ses pieds. Elle n'entendit pas Christopher s'approcher, ni ne sut depuis combien de temps il était là avant qu'il ne prononce son nom avec une telle inquiétude qu'elle leva les yeux pour le trouver en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait lire, et lorsqu'il demanda ce qui l'avait affligée, elle ne put trouver les mots pour répondre, mais secoua simplement la tête, tandis que les larmes continuaient de couler. Christopher ramassa la lettre et Éléanore vit son visage s'assombrir à mesure qu'il lisait, vit sa mâchoire se serrer et ses mains se crisper sur le papier assez fort pour le froisser, mais lorsqu'il la regarda de nouveau, la colère dans ses yeux n'était pas dirigée contre elle, mais contre l'homme qui avait écrit de telles cruautés à sa propre fille. Il s'assit à côté d'elle sur le banc et parla avec une douceur qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant, lui disant qu'elle n'était pas responsable des péchés de son père, qu'elle ne devait rien à Victor Whitmore, que l'homme qui pouvait écrire de tels mots à sa fille était indigne de sa loyauté ou de ses larmes. Éléanore fixa Christopher, surprise, cherchant sur son visage la moquerie ou la manipulation, et ne trouvant que de la sincérité et quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse, et elle sentit l'espoir s'allumer dangereusement dans sa poitrine, même si elle essayait de s'en prémunir. Ce soir-là, Christopher la raccompagna jusqu'à ses appartements, comme c'était devenu leur habitude, et lorsqu'elle tendit la main vers la poignée de la porte,
il l'arrêta d'un léger coup contre le cadre en bois, demandant s'il pouvait lui parler. Eleanor sentit son cœur s'emballer alors qu'elle lui disait à travers la porte verrouillée qu'elle était fatiguée et qu'il pourrait peut-être parler demain. Elle l'entendit appuyer son front contre la porte, et sa voix parvint, étouffée mais claire, alors qu'il prononçait les mots qui allaient tout changer entre eux, lui disant qu'il était désolé pour tout, qu'il avait eu tort. Et Eleanor se tenait le dos pressé contre l'autre côté de cette porte verrouillée et pleurait en silence, tandis que son cœur blessé osait imaginer que peut-être la rédemption était possible, après tout. Les excuses prononcées à travers la porte verrouillée changèrent quelque chose de fondamental entre eux, et dans les jours qui suivirent, Christopher commença à rechercher activement la compagnie d'Eleanor d'une manière qui semblait à la fois délibérée et hésitante, comme s'il apprenait une nouvelle langue et craignait de faire des erreurs qui pourraient briser la connexion fragile qui se formait entre eux. Il la trouva un matin dans la roseraie et lui demanda si elle aimerait faire une promenade à cheval avec lui pour voir les terres du domaine. Bien qu'Eleanor hésitât un instant, elle vit dans son expression quelque chose qui n'était ni une exigence ni une manipulation, mais une véritable invitation. Alors elle accepta et se retrouva 1 heure plus tard, assise sur une jument douce, tandis que Christopher les guidait le long de sentiers qui serpentaient à travers les prairies et les bois qui composaient les possessions de sa famille. Il lui montra des endroits qui avaient compté pour lui lorsqu'il était enfant, désignant le ruisseau où il avait appris à pêcher avec son père avant que l'amertume ne consume l'homme, le chêne ancien où il avait construit une cabane qui s'accrochait encore aux branches dans un défi pourrissant aux tempes et aux intempéries, la colline d'où l'on pouvait voir jusqu'au village et au-delà, jusqu'à la ligne grise des montagnes lointaines. Pendant qu'il chevauchait, Christopher commença à parler du déclin de son père d'une manière qu'il n'avait jamais articulée auparavant, décrivant comment l'homme s'était transformé d'un parent aimant en quelqu'un consumé par la rage et la honte après que la fraude de Victor Whitmore eut détruit sa réputation commerciale et l'eût laissé incapable de faire face à ses obligations envers les investisseurs qui avaient fait confiance au nom de la famille. Comment Christopher avait regardé impuissant son père sombrer dans l'alcoolisme jusqu'à une mort prématurée, tandis que sa mère pleurait en silence et essayait de maintenir sa dignité face à la disgrâce sociale. Eleanor écouta avec la même compassion tranquille qu'elle avait montrée dans le jardin. Et lorsque Christopher se tut enfin, elle se retrouva à partager ses propres souvenirs d'une enfance passée, à essayer de gagner l'affection d'un père qui ne la voyait que comme une marchandise à échanger pour un avantage, qui avait clairement indiqué dès sa plus tendre enfance que son manque de beauté était une déception qu'elle ne pouvait racheter que par un mariage avantageux, qui ne lui avait jamais dit une seule fois qu'elle était aimée ou appréciée au-delà de son utilité potentielle. Ils découvrirent au cours de ce long après-midi de chevauchée et de conversation que leurs blessures provenaient de sources différentes, mais laissaient des cicatrices similaires, qu'ils savaient tous deux ce que signifiait être utilisés par des pères qui auraient dû les protéger. Et cette reconnaissance créa un pont entre eux qui commença à combler la distance que la vengeance et la douleur avaient construite. Lorsqu'ils retournèrent au manoir, Eleanor réalisa qu'elle souriait, et Christopher la regardait avec une expression qui fit battre son cœur d'une manière à la fois dangereuse et pleine d'espoir. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, et la conversation coula plus facilement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et lorsque Christopher dit quelque chose sur ses mésaventures d'enfance, Eleanor rit avec un amusement sincère, et vit son visage s'illuminer comme si son rire était un cadeau qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Plus tard, lorsqu'il la raccompagna à ses appartements, elle sentit la tension familière revenir alors que sa main se tendait vers la poignée de la porte, et bien que Christopher lui souhaita bonne nuit avec plus de chaleur qu'il ne l'avait jamais montré, elle verrouilla toujours la porte derrière elle, car la confiance ne se construit pas en un seul jour,
et son cœur n'était pas encore prêt à se risquer complètement. Mais alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, elle se surprit à penser que peut-être un jour cette serrure pourrait tourner et la porte s'ouvrir, et que l'homme qui l'avait épousée par vengeance pourrait devenir quelqu'un qu'elle pourrait vraiment aimer. La foire du village arriva avec la première vraie chaleur de l'été, annoncée par des bannières colorées tendues entre les chênes centenaires qui bordaient la place communale et par le bavardage excité des tenanciers qui s'y préparaient depuis des semaines. Lorsqu'Eleanor mentionna au petit déjeuner qu'elle espérait y assister, Christopher la surprit en proposant de l'accompagner sans la raideur qui avait caractérisé ses précédentes tentatives de civilité. Ils partirent ensemble dans la calèche ouverte, le soleil chaud sur leurs visages, et arrivèrent pour trouver la place transformée en un festival de couleurs et de sons, avec des stands vendant des rubans et des sucreries, des enfants courant avec des cerceaux et des cerfs volantes, des musiciens jouant de joyeuses mélodies de campagne, et tout le village semblant rassemblé pour célébrer la saison et les uns les autres. Eleanor sentit son moral remonter d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis avant son mariage, et Christopher la regarda se déplacer dans la foule avec une chaleur naturelle. S'arrêtant pour admirer les conserves d'une fermière, complimentant le mouchoir brodé d'une jeune fille, riant avec un plaisir sincère devant un spectacle de marionnettes qui avait attiré un groupe d'enfants. Les villageois qui avaient considéré leur mariage mal assorti avec des commérages et des spéculations les voyaient maintenant ensemble et remarquaient le contraste entre la gentillesse ouverte d'Eleanor et la formalité réservée de Christopher. Mais ils remarquèrent aussi que le comte restait près de sa femme et que ses yeux la suivaient avec une expression qui n'était pas présente dans les premières semaines, lorsque les rumeurs de sa froideur s'étaient répandues dans la campagne. Un groupe d'enfants reconnut Eleanor de ses visites aux chaumières des tenanciers et afflua vers elle avec l'affection spontanée des jeunes, tirant sur ses jupes et la suppliant de les regarder jouer, et Eleanor rit avec une liberté et une joie, telle que Christopher sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en la regardant. Elle s'agenouilla dans l'herbe sans se soucier de sa robe pour admirer la poupée d'une petite fille, son visage illuminé de chaleur et de plaisir, et à cet instant, Christopher vit clairement ce à quoi il avait été aveugle dans son amertume et sa vengeance, vit que la vraie beauté n'avait rien à voir avec la régularité des traits ou la mode de l'apparence, mais rayonnait de l'intérieur, de la gentillesse, de la compassion et de l'esprit généreux qu'Eleanor possédait en abondance. Elle leva les yeux et le surprit en train de la regarder, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle avant qu'elle ne détourne le regard en rougissant. Lorsqu'elle se releva et se retourna vers les festivités, elle tendit la main vers la sienne, dans un geste si naturel et irréfléchi qu'elle ne réalisa ce qu'elle avait fait que lorsque leurs doigts se touchèrent déjà. Alors elle se figea et commença à se retirer comme si elle avait franchi une limite qui existait encore entre eux. Mais Christopher attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer complètement et la tint doucement dans la sienne, son pouce caressant ses jointures dans une caresse tendre et délibérée. Quand elle le regarda avec de grands yeux incertains, il dit doucement qu'elle pouvait tenir sa main si elle le souhaitait, qu'elle n'avait jamais besoin de permission pour le toucher, qu'il accueillerait tout geste d'affection qu'elle choisirait de lui offrir. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes, même en souriant. Et elle hocha la tête sans mot dire, car sa gorge était trop nouée pour parler. Ils parcoururent le reste de la foire main dans la main, tandis que le village regardait et chuchotait que peut-être le mariage du comte n'était pas l'arrangement froid qu'ils avaient imaginé après tout. Le jour suivant la foire du village marqua un changement subtil mais indéniable dans le comportement de Christopher, comme si le moment où il avait tenu la main d'Eleanor en public lui avait donné la permission de poursuivre quelque chose qu'il avait retenu. Dans les jours qui suivirent, il commença à courtiser sa propre femme avec une application et une tendresse qui la laissèrent à la fois déconcertée et prudemment pleine d'espoir. Un matin, elle se réveilla pour trouver un petit bouquet de fleurs sauvages devant sa porte.
du genre de celles qui poussaient près du ruisseau où Christopher avait pêché dans son enfance, et bien qu'aucune note ne les accompagnât, elle sut qu'elle venait de lui et sentit son cœur s'accélérer à ce geste. Le lendemain, elle découvrit un livre sur sa table de chevet, un recueil de poésie qu'elle avait mentionné admirer lors d'une de leurs conversations à la bibliothèque, et en l'ouvrant, elle trouva un ruban marquant un poème particulier sur les secondes chances et la rédemption qui lui fit piquer les yeux de larmes non versées. Christopher commença à apparaître à des heures inhabituelles, avec des invitations qui semblaient à la fois formelles et intimes, lui demandant si elle voudrait se promener avec lui dans le jardin ou le rejoindre pour un dîner privé dans la plus petite salle à manger, plutôt que dans la formalité retentissante du Grand Hall. Eleanor se retrouva à accepter ces offres avec de moins en moins d'hésitation à chaque fois, attirée par la chaleur sincère de son expression et l'attention minutieuse qu'il portait à son confort et à ses préférences. Leurs conversations durant ces moments partagés s'approfondirent d'une manière qui les surprit tous les deux, passant des échanges hésitants de leur réconciliation antérieure à des discussions sur la philosophie et la politique, sur les rêves différés et les espoirs ravivés, sur le genre de vie qu'ils pourraient construire ensemble, s'ils pouvaient vraiment dépasser l'amertume qui les avait conduits à cette union improbable. Christopher découvrit qu'Eleanor possédait non seulement de la gentillesse, mais aussi une intelligence vive et un esprit sec qui émergeait lorsqu'elle se sentait assez en sécurité pour baisser sa garde, et il se trouva sincèrement enchanté par la façon dont son esprit fonctionnait, les liens qu'elle établissait, les perspectives qu'elle offrait qui défiaient ses hypothèses et le faisaient reconsidérer des opinions qu'il avait tenues sans examen. Eleanor, à son tour, vit des facettes de Christopher qu'elle n'avait pas imaginées exister sous son extérieur froid, des profondeurs de sentiments et de réflexion que sa blessure et sa colère avaient enfouies mais non détruites. Et elle commença à comprendre que l'homme qu'il avait été lors de leur mariage n'était pas l'homme qu'il était vraiment, mais plutôt une version blessée de lui-même que l'amour et la patience guérissaient lentement. Pourtant, malgré cette connexion croissante et l'affection évidente qui se développait entre eux, une distance physique demeurait, que tous deux reconnaissaient sans mots, une frontière qu'Eleanor n'était pas encore prête à franchir et que Christopher ne la pousserait pas à franchir. Chaque soir, lorsqu'ils se séparaient, elle se retirait toujours dans ses appartements, et chaque nuit, le son de la serrure qui se fermait résonnait encore dans le couloir silencieux. Mais maintenant, Christopher se tenait devant sa porte non pas dans l'angoisse, mais dans une attente patiente, croyant que le moment viendrait où cette barrière tomberait, et sachant que lorsque cela arriverait, l'ouverture serait le choix d'Eleanor, fait librement et sans peur, et que l'attente elle-même faisait partie de la transformation qui les refaçonnait tous deux en personnes dignes de l'amour qui fleurissait lentement mais indéniablement entre eux. 2 mois après leur mariage, par une soirée où l'été s'était pleinement installé sur la campagne et où le long crépuscule peignait tout de nuances d'or et de rose, Christopher et Eleanor étaient assis ensemble dans le petit salon, partageant vin et conversation qui s'était écoulée avec une aisance qui aurait semblé impossible durant ces premières semaines amères. Eleanor se surprit à rire sincèrement d'une histoire que Christopher racontait sur ses mésaventures d'enfance avec un poney particulièrement têtu. Son visage illuminé d'une joie si spontanée que le cœur de Christopher se serra d'un mélange d'amour et de regret pour tout le bonheur qu'il avait failli détruire avant même qu'il ne puisse commencer. Lorsque l'heure se fit tardive et que les bougies se consumèrent, Christopher se leva et offrit sa main à Eleanor, un geste qui était devenu leur rituel du soir. Ensemble, ils montèrent les escaliers jusqu'au couloir où leurs appartements se faisaient face comme des sentinelles, gardant des territoires séparés qui avaient été autrefois des positions ennemies, mais qui ressemblaient maintenant davantage à des royaumes voisins sur le point de s'allier. À sa porte, Eleanor s'arrêta et se tourna pour lui faire face. S'attendant au habituel et doux bonne nuit,
et au baiser sur son front qui était devenu son habitude. Mais Christopher garda sa main dans la sienne et elle vit quelque chose de différent dans son expression ce soir, une vulnérabilité mêlée de détermination qui fit s'accélérer son pouls d'anticipation et de quelque chose de très proche de la peur. Il prononça doucement son nom et dit qu'il devait lui demander quelque chose, et Eliana se sentit se raidir instinctivement, même si sa main restait dans la sienne, son autre main se déplaçant vers la poignée de la porte dans un geste qui était devenu si automatique au fil de ces semaines qu'elle remarqua à peine qu'elle le faisait jusqu'à ce qu'elle sente le métal froid sous sa paume et réalise qu'elle se préparait déjà à se retirer dans la sécurité de son sanctuaire verrouillé. Christopher vit le mouvement et la tension dans sa posture, mais il ne relâcha pas sa main. La tenant au contraire doucement, tandis qu'il demandait d'une voix à la fois pleine d'espoir et résignée si elle pourrait envisager de ne pas verrouiller sa porte ce soir, s'empressant d'ajouter qu'il n'entrerait pas et n'avait aucune attente ni exigence à formuler, mais souhaitait seulement savoir que la barrière n'était pas là entre eux, qu'elle lui faisait assez confiance pour laisser la porte déverrouillée même s'il ne franchissait jamais le seuil. Eleanor sentit son souffle se couper à cette demande, car cela semblait une si petite chose, et pourtant c'était énorme, la différence entre une porte simplement fermée et une porte verrouillée étant la différence entre l'intimité et la forteresse, entre la prudence et la peur. Elle se sentit déchirée entre l'affection sincère et la confiance grandissante qu'elle éprouvait pour Christopher et la terreur plus profonde qui vivait encore dans son cœur, la peur qui avait été plantée le jour de leur mariage lorsqu'elle avait appris qu'elle avait été épousée par vengeance et arrosée par chaque mot froid et chaque regard distant de ses premières semaines, jusqu'à ce qu'elle ait développé des racines trop profondes pour être arrachée facilement. Elle regarda Christopher et vit la patience dans ses yeux, et l'amour qui y grandissait de jour en jour. Vit l'homme qui l'avait courtisé avec des fleurs sauvages, de la poésie et des conversations douces, qui l'avait défendu contre la cruauté de son père, et l'avait tenue pendant qu'elle pleurait. Qui s'était transformé de la créature amère et blessée qui avait prononcé ses vœux avec de la glace dans la voix en cette âme tendre qui se tenait devant elle maintenant, ne demandant rien d'autre qu'un symbole de confiance, et pourtant elle ne pouvait pas le lui donner. Pas encore, pas ce soir. Sa voix n'était qu'un murmure lorsqu'elle lui dit qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'elle n'était pas encore prête à laisser cette porte déverrouillée, et elle vit la déception vaciller sur son visage, avant qu'il ne la maîtrise et ne la remplace par de la compréhension. Et lorsqu'il lui dit qu'il attendrait aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, qu'il attendrait éternellement si nécessaire, parce qu'elle valait toute la patience du monde, elle sentit des larmes lui piquer les yeux face à la douceur de son acceptation. Il porta sa main à ses lèvres et la baisa avec une tendresse qui lui fit mal au cœur, le premier contact vraiment intime qu'il avait offert au-delà de la tenue de mains et de l'effleurement occasionnel des doigts, et Eleanor sentit la chaleur de sa bouche sur sa peau comme une marque qui la désignait, comme lui appartenant, même si elle continuait à le tenir à distance derrière sa porte verrouillée. La routine s'installa au cours des semaines suivantes, avec un rythme qui devint aussi familier que la respiration, chaque soirée suivant la même chorégraphie soignée qui marquait à la fois leur proximité croissante et reconnaissait la frontière qu'Eleanor n'était pas encore prête à franchir. Christopher escortait Eleanor jusqu'à ses appartements après qu'ils eurent passé la soirée ensemble, en conversation ou en compagnie silencieuse. Leur temps ensemble s'allongeant chaque nuit à mesure qu'ils trouvaient plus à partager et moins de raisons de se séparer. Lorsqu'ils atteignaient sa porte, il s'arrêtait, tenait sa main et demandait d'une voix qui ne contenait jamais de pression ni d'exigence si ce soir elle pourrait laisser sa porte déverrouillée. Et chaque nuit, Eleanor sentait son cœur tirailler dans deux directions à la fois, vers la confiance qui se renforçait de jour en jour et loin de la peur qui vivait encore dans ses os, et elle lui disait doucement qu'elle avait besoin de plus de temps, et il acceptait son refus avec une grâce qui la faisait l'aimer encore plus, même si elle continuait à le tenir à distance. Ce qu'Eleanor ne savait pas, ce que Christopher ne lui disait pas,
c'est qu'après lui avoir souhaité bonne nuit et qu'elle ait disparu dans ses appartements et qu'il ait entendu le clic doux mais définitif de la serrure s'enclencher, il ne se retirait pas dans ses propres chambres, mais retournait se tenir devant sa porte dans le couloir silencieux où les ombres s'épaississaient et où le silence n'était rompu que par les craquements de la vieille maison. Il se tenait là, dans l'obscurité, et parlait à la barrière de bois entre eux, sa voix basse et douce, des mots destinés à ses oreilles, si elle choisissait d'écouter mes offerts librement, même si elle ne les entendait jamais. C'étaient des confessions de ses torts et des aveux de sa transformation, des reconnaissances de la profondeur avec laquelle elle l'avait changé, de l'homme amer qu'il avait épousé par vengeance, à quelqu'un qui reconnaissait à peine la personne qu'il avait été quelques mois auparavant. Il disait à la porte fermée qu'il avait eu tort de la punir pour des péchés qui n'étaient pas les siens, qu'elle lui avait montré à quoi ressemblait la véritable bonté par sa gentillesse envers les domestiques et les tenanciers, par sa patience face à sa froideur, par la dignité tranquille qu'elle maintenait même lorsqu'elle avait tout à fait le droit de rager ou de désespérer. Il disait au bois silencieux qu'elle était la meilleure personne qu'il ait jamais connue, que sa valeur était incommensurable, que sa prétendue quelconque apparence était une fiction inventée par des gens superficiels qui ne pouvaient voir l'éclat qui jaillissait de son esprit et la rendait belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'agencement de ses traits. Il disait à la porte verrouillée qu'il ne méritait pas son pardon, mais qu'il l'espérait, qu'il passerait le reste de sa vie à essayer d'être digne du cadeau de sa présence dans son monde, qu'elle avait transformé ses ténèbres en lumière et sa colère en quelque chose qui ressemblait remarquablement à la paix. À l'intérieur de ses appartements, Eleanor était assise le dos contre cette même porte, séparée de Christopher par quelques centimètres de chaîne et par l'abîme de douleur qui se réduisait lentement mais sûrement, et elle écoutait chaque mot qu'il prononçait, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues en entendant l'amour, le regret et l'espoir dans sa voix. Et bien qu'elle ne fût pas encore prête à ouvrir la porte, elle se mit à croire que peut-être un jour elle le serait, que l'homme qui disait ces vérités dans l'obscurité n'était pas l'homme qui l'avait épousée avec de la glace dans la voix, mais quelqu'un de nouveau, de réel, quelqu'un qu'elle apprenait à aimer malgré tout, et cet amour était à la fois terrifiant et merveilleux, à parts égales. L'arrivée de Lord Victor Whitmore au manoir d'Ashworth eut lieu sans avertissement, par un après-midi gris de fin d'été où l'air était lourd de la promesse d'orage. Eleanor travaillait dans le salon du matin sur la correspondance avec des tenanciers qui avaient écrit pour demander de l'aide pour divers besoins. Son attention minutieuse à leurs préoccupations étant une autre manifestation de la compassion qui avait si complètement transformé la compréhension de Christopher de ce que signifiait être digne. Le majordome apparut avec un malaise évident pour annoncer que Lord Whitmore exigeait une audience immédiate avec le comte, et Eleanor sentit son estomac se glacer à la mention du nom de son père, toute l'ancienne peur et la honte remontant malgré la sécurité qu'elle avait commencé à ressentir dans sa nouvelle vie. Lorsque Christopher entra dans le salon quelques instants plus tard pour l'informer du visiteur, son visage était déjà figé dans les lignes dures d'une colère contrôlée, bien que sa voix soit restée douce lorsqu'il lui demanda si elle souhaitait être présente pour l'entrevue. Eleanor se surprit à hocher la tête, même si chaque instinct criait de se cacher dans ses appartements, car elle savait que quoi qu'il arrive, elle ne pouvait plus vivre comme la créature effrayée qui fuyait la confrontation. Ensemble, ils entrèrent dans le salon où Victor Whitmore se tenait, examinant les précieux tableaux et meubles avec l'œil évaluateur d'un marchand calculant leur valeur. Son salut à sa fille fut expéditif et froid, tandis que son adresse à Christopher dégoulinait d'une fausse cordialité qui ne trompait personne. Il ne perdit guère de temps en amabilité avant d'exposer le but de sa visite, détaillant avec une impudeur sans vergogne les dettes qui menaçaient maintenant de le ruiner complètement, et exigeant que Christopher use de son influence et de ses relations pour le sauver de la ruine.
parlant comme si c'était l'obligation du comte plutôt qu'une faveur demandée, comme si le mariage qu'il avait arrangé lui donnait un accès illimité aux ressources et au pouvoir de son gendre. Christopher écouta en un silence qui devenait de plus en plus dangereux à chaque instant qui passait, son corps totalement immobile de la manière dont Eleanor avait appris qu'il signifiait qu'il exerçait un contrôle énorme sur une rage qui voulait s'exprimer. Lorsque Victor marqua une pause dans ses exigences, la réponse de Christopher fut une simple question sur ce qui faisait croire à Whitmore qu'il méritait une telle aide, compte tenu de l'histoire entre leurs familles. Le visage de Victor devint rouge de colère face à cette résistance inattendue, et il fit un geste dédaigneux vers Eleanor, en disant que le fait que Christopher ait obtenu la fille de Victor dans l'affaire était certainement un paiement suffisant, ajoutant avec une cruauté désinvolte qu'au moins son visage quelconque lui avait valu un compte pour gendre, même si elle s'était avérée inutile pour s'assurer la bonne volonté de son mari. Eleanor sentit les mots la frapper comme des coups physiques. Tout le vieux poison revenant en force, le message familier que sa seule valeur résidait dans ce pourquoi elle pouvait être échangée, et que même dans cette transaction, elle avait été une marchandise décevante. Mais avant qu'elle ne puisse se retirer dans l'engourdissement protecteur qui avait été son bouclier pendant tant d'années, Christopher se déplaça avec une fureur rapide, traversant la pièce pour se tenir entre Eleanor et son père, et lorsqu'il parla, sa voix était un feu froid qui brûlait d'une juste colère, ordonnant à Victor de quitter sa maison immédiatement, et ajoutant des mots qu'Eleanor se souviendrait pour le reste de sa vie. Que son père était aveugle et indigne, parce que la valeur d'Eleanor dépassait toute mesure que Whitmore pourrait comprendre. Que son visage était beau, parce que son âme était belle, qu'elle valait 1000 fois mieux que lui, et qu'il ne souillerait pas sa présence avec sa cruauté venimeuse un instant de plus. Il escorta personnellement le Victor protestataire, et bredouillant jusqu'à l'entrée, et le fit expulser de force du domaine, avec l'instruction au personnel que Lord Whitmore ne devait plus jamais être admis, sous aucun prétexte. Et lorsque Christopher retourna au salon, il trouva Eleanor effondrée sur le canapé, pleurant à gros sanglots secoués, qui venaient d'un endroit plus profond que le moment présent, toutes les années de mépris et de cruauté de son père trouvant enfin leur libération. Christopher la prit dans ses bras pour la première fois avec une véritable intimité physique, la tenant contre sa poitrine pendant qu'elle pleurait, une main berçant sa tête et l'autre enroulée autour de ses épaules tremblantes, et il murmura dans ses cheveux qu'elle était précieuse au-delà de toute mesure, qu'elle ne devrait jamais douter de sa valeur, qu'il passerait le reste de sa vie à lui montrer à quel point elle était profondément précieuse. Et Eleanor s'agrippa à lui et pleura, et sentit quelque chose se briser en elle, qui avait été enfermée encore plus longtemps que la porte de ses appartements. Les jours qui suivirent la confrontation avec son père apportèrent une transformation au monde d'Eleanor qui semblait presque onirique dans son profond éloignement de tout ce qu'elle avait connu dans les mois suivant son mariage. La fureur protectrice de Christopher en sa faveur semblait avoir brisé une dernière barrière dans son propre cœur et lui avoir permis d'exprimer librement ce qui s'était accumulé pendant des semaines sous la surface d'une courtoisie contenue et d'une cour prudente. Il recherchait maintenant sa compagnie avec une ouverture qui frisait l'empressement, apparaissant à ses côtés tout au long de la journée pour se promener avec elle à travers les terres du domaine qui prenaient les couleurs dorées de l'automne approchant, pour s'asseoir avec elle dans la bibliothèque où leurs conversations couvraient tous les sujets, de la littérature à la philosophie, en passant par les questions pratiques de la gestion du domaine, qu'il discutait de plus en plus avec elle, comme si ses opinions avaient un poids et une valeur réelle. Les mots qu'il avait adressés à son père, la déclaration que son visage était beau parce que son âme était belle, semblaient avoir libéré Christopher pour qu'il exprime son admiration et son affection croissante sans retenue. Il ne se passait guère une heure sans qu'il ne trouve un moyen d'exprimer son respect pour son intelligence, son appréciation pour sa gentillesse,
ou son émerveillement devant la manière dont elle avait complètement transformé non seulement sa maison, mais aussi sa propre compréhension de ce que signifiait vivre avec un but au-delà de l'amertume. Eleanor se sentit s'épanouir sous ce soleil constant d'appréciation sincère d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, comme si une partie d'elle qui avait été enfermée encore plus longtemps que la porte de ses appartements commençait enfin à se déployer et à tendre vers la lumière. Elle se surprenait à sourire sans raison, à fredonner en arrangeant des fleurs, et à sentir une légèreté dans sa poitrine qu'elle reconnut progressivement comme quelque chose s'approchant du bonheur. Le personnel remarqua le changement tant chez le comte que chez sa comtesse. Leurs conversations chuchotées dans les couloirs et les cuisines étant maintenant remplies de satisfaction plutôt que de pitié, alors qu'ils observaient comment Lord Ashworth regardait sa femme avec une tendresse indubitable, et comment Lady Ashworth ne se déplaçait plus dans le manoir comme un fantôme essayant de ne pas déranger les vivants, mais marchait avec une confiance et une grâce croissantes. Madame Dalton souriait avec une satisfaction particulièrement entendue chaque fois qu'elle observait le couple ensemble, ses vieux yeux sages reflétant le plaisir de quelqu'un qui avait espéré précisément ce résultat et voyait maintenant ses espoirs porter des fruits au-delà même de ses attentes optimistes. Les promenades du soir devinrent une tradition chérie. Christopher et Eleanor flânant dans les jardins alors que la lumière déclinait et que l'air se rafraîchissait. Durant ces heures calmes, Christopher partageait avec Eleanor ses espoirs pour le domaine et pour la vie qu'ils pourraient construire ensemble, ses regrets concernant l'amertume qu'il avait consumée si longtemps et avait failli détruire sa chance de bonheur, ses rêves de devenir le genre d'homme dont sa mère aurait été fière, plutôt que la créature vengeresse que la mort de son père avait créée. Eleanor, à son tour, se retrouva à partager des morceaux de son propre cœur qu'elle avait protégé si longtemps, parlant de sa solitude d'enfance, de sa résignation à ne pas être aimée, et de ses rêves secrets qu'elle avait cru ne jamais se réaliser. Et à chaque confidence échangée, les murs entre eux s'abaissaient, et le lien entre eux se renforçait et devenait plus réel. La soirée de fin septembre arriva avec cette qualité de lumière particulière qui n'appartient qu'au début de l'automne, lorsque le soleil prend une teinte dorée qui transforme tout ce qu'il touche en quelque chose de précieux et d'éphémère. Christopher avait suggéré qu'ils prennent leur thé du soir dans la bibliothèque où un feu avait été allumé contre le froid croissant qui venait avec l'obscurité. Et Eleanor se surprit à le regarder, tandis qu'il lui versait son thé avec une attention minutieuse à la façon dont elle le préférait. 2 morceaux de sucre et une généreuse mesure de crème. Cette petite connaissance qu'il avait acquise de ses préférences ressemblant à un cadeau tendre en soi. Ils avaient passé l'après-midi à cheval jusqu'aux confins du domaine où des réparations étaient en cours sur les chaumières des tenanciers endommagés par les récentes tempêtes, et Eleanor avait regardé Christopher parler avec les familles, avec une gentillesse qui aurait semblé impossible chez l'homme froid et distante qui se tenait à côté d'elle à leur mariage, à peine 3 mois plus tôt. Elle sentit son cœur se dilater de sentiments qui la terrifiaient et l'exaltaient à la fois, car elle les reconnaissait comme le territoire dangereux de l'amour. Le feu crépitait et projetait des ombres dansantes sur les milliers de livres qui tapissaient murs. Et ils restèrent assis dans un silence complice pendant un moment, avant que Christopher ne pose sa tasse et ne se tourne vers elle avec une expression qui tenait à la fois de la détermination et de la vulnérabilité, et Eleanor sentit son souffle se couper dans sa gorge, car elle avait appris à lire les changements subtils dans son comportement qui signalaient des moments d'importance. Christopher tendit la main à travers le petit espace entre leurs chaises et prit ses 2 mains dans les siennes, son contact chaud et ferme, et lorsqu'il parla, sa voix portait le poids de mots qui avaient été soigneusement considérés et profondément ressentis, lui disant qu'il devait parler franchement, car il ne pouvait plus contenir ce qui s'était accumulé dans son cœur depuis des semaines, qu'il était tombé amoureux de sa femme,
et que cette vérité était à la fois la plus grande joie et la plus profonde honte de sa vie. Le souffle d'Eleanor s'arrêta complètement, tandis qu'il continuait de parler, ses yeux gris tenant les siens, avec une intensité qui rendait impossible de détourner le regard, même si des larmes commençaient à brouiller sa vision. Il lui dit dès qu'il l'avait épousée par vengeance, mais qu'il l'épouserait 1000 fois par amour, qu'elle avait transformé son amertume en espoir et sa colère en paix, que chaque jour avec elle révélait de nouvelles profondeurs de bonté, d'intelligence et de grâce, qui le faisaient se demander comment il avait pu être si aveugle pour la voir autrement que comme un cadeau, au-delà de ce qu'il méritait. Les larmes coulèrent sur les joues d'Eleanor. Alors qu'elle écoutait cette déclaration qui réécrivait entièrement les fondations de leur union, et lorsqu'elle retrouva enfin sa voix, ce ne fut qu'un murmure confessant qu'elle voulait le croire mais qu'elle avait peur, que les blessures de leur début avaient été profondes, et que la confiance ressemblait à un saut d'une falaise dans l'obscurité avec seulement sa parole pour l'empêcher de tomber. Les mains de Christopher se resserrèrent sur les siennes, et ses propres yeux s'illuminèrent de larmes non versées, alors qu'il reconnaissait la justesse de sa peur, admettant qu'il lui avait donné toutes les raisons de douter et de se protéger, mais promettant avec une solennité qui ressemblait à un vœu sacré qu'il passerait le reste de sa vie à prouver que son amour était réel et digne de sa confiance, qu'il serait patient, persistant et présent, jusqu'à ce qu'elle puisse croire sans réserve qu'elle était chérie au-delà de toute mesure. Il ne posa pas de questions sur la porte, ne pressa aucune sorte d'engagement ou de réponse au-delà de ce qu'elle pouvait donner librement, et cette retenue face à son désir évident émut Eleanor peut-être plus que la déclaration elle-même, car elle démontrait que son amour ne concernait pas ses propres besoins, mais sa guérison et son choix. Les semaines qui suivirent la déclaration d'amour de Christopher prirent une qualité d'intensité tendre qui transforma les rythmes quotidiens de la vie au manoir d'Ashworth en quelque chose qui ressemblait au lent épanouissement d'une fleur qui avait été fermement close contre le gel et qui ouvrait maintenant lentement ses pétales à la chaleur d'un printemps inattendu. La cour que Christopher faisait à sa propre femme s'intensifia de manière à la fois subtile et indubitable, tout en maintenant toujours les limites respectueuses qui démontraient que son amour concernait le confort d'Eleanor plutôt que ses propres désirs. Les regards volés qui avaient marqué leur connexion hésitante antérieure devinrent un contact visuel prolongé à travers les tables de dîner et les salons, des moments où leurs yeux se rencontraient et se tenaient avec une compréhension qui n'avait besoin d'aucun mot pour transmettre la profondeur du sentiment qui coulait entre eux. Eleanor se surprit à ne plus détourner le regard, confuse ou crainte, mais à rencontrer son regard avec une confiance croissante en ce qu'elle y voyait reflété. Les mains tenues, qui avaient été une étape si importante à la foire du village, devinrent des bras confortablement liés alors qu'ils se promenaient dans le domaine sous la lumière dorée des après-midi de début d'automne, le bras de Christopher chaud et solide sous son toucher, et les doigts d'Eleanor reposant naturellement au creux de son coude, avec un sentiment de justesse qui parlait d'appartenance plutôt que d'obligation. Les chastes baisers qu'il avait déposés sur sa main avec une telle révérence devinrent de doux baisers sur son front, alors qu'il lui souhaitait bonne nuit à la porte de sa chambre, ses lèvres chaudes contre sa peau, et s'attardant juste assez longtemps pour faire battre son cœur de sentiments qui n'étaient plus effrayants, mais plutôt enivrants, dans leur promesse d'une intimité plus profonde à venir. Eleanor sentit sa peur fondre lentement sous la chaleur constante de cet amour sincère, tout comme la glace de l'hiver fond sous un soleil persistant. La coquille protectrice dure qu'elle avait construite autour de son cœur blessé s'amincissait et devenait plus transparente chaque jour où Christopher prouvait sa dévotion par des actions patientes plutôt que par des mots vides, et elle se surprit à se pencher vers ses contacts, à chercher sa compagnie et à sourire à la simple pensée de lui, d'une manière qui aurait semblé impossible quelques semaines auparavant. Mais malgré cette connexion approfondie et cette confiance croissante,
Chaque nuit, lorsque l'heure se faisait tardive, Eleanor se retrouvait à suivre la routine qui était devenue à la fois protection et prison, sa main se tendant automatiquement vers la clé pour verrouiller la porte de sa chambre, car certaines habitudes d'autopréservation étaient trop profondes pour être abandonnées d'un seul coup. Le son de cette serrure s'enclenchant apportait toujours un mélange complexe de sécurité et de chagrin qu'elle ne parvenait pas tout à fait à surmonter malgré son désir conscient de faire entièrement confiance. Christopher, de son côté, continuait son propre rituel nocturne. Se tenant devant sa porte dans l'obscurité silencieuse de la maison endormie. Cependant, sa veillée s'était transformée d'une supplication silencieuse et désespérée en quelque chose de plus paisible et patient, un acte de témoignage aimant plutôt qu'une pétition angoissée. Il posait sa main doucement contre le bois qui les séparait et parlait assez bas pour qu'elle puisse choisir de l'entendre ou non, disant simplement les mots qui étaient devenus sa prière du soir, lui disant qu'il l'aimait et lui souhaitant un repos paisible. Et de l'intérieur de sa chambre verrouillée, Eleanor pressait sa propre main contre la porte comme si elle pouvait le toucher à travers la barrière entre eux, et elle murmurait en retour si doucement qu'il ne pouvait l'entendre, mais qu'elle avait besoin de le dire, prononçant son nom comme une bénédiction et lui rendant son bonne nuit avec une tendresse qui se renforçait à chaque soirée qui passait. Les 4 mois écoulés depuis leur mariage en mai avaient transformé le monde d'un printemps gris à l'abondance dorée du début d'octobre, et cette journée particulière avait possédé une qualité de perfection qui semblait presque délibérément conçue pour démontrer le chemin parcouru depuis ce matin froid où Eleanor s'était tenue à côté d'un étranger et lui avait promis sa vie sans espoir ni attente de bonheur. Ils avaient chevauché ensemble jusqu'aux confins du domaine, là où la terre s'élevait pour rencontrer l'ancienne forêt qui marquait la limite de la propriété d'Ashworth. Ils avaient mis pied à terre pour marcher parmi les arbres dont les feuilles commençaient à peine à passer du vert aux rouges et ors brillantes qui tapisseraient bientôt le sol sous leurs pieds, et ils avaient parlé et ri avec l'intimité facile de personnes qui avaient découvert l'une en l'autre non seulement de l'affection, mais une véritable amitié qui faisait de chaque conversation un partage de trésors. Eleanor s'était surprise à étudier le profil de Christopher alors qu'il parlait de ses plans pour de nouveaux systèmes de drainage dans les champs inférieurs, et elle avait été frappée par la prise de conscience qu'elle aimait non seulement la tendresse qu'il lui montrait ou la patience avec laquelle il avait courtisé sa confiance, mais la totalité de ce qu'il était, y compris son dévouement sérieux à ses responsabilités. Son humour sec qui émergeait de manière inattendue pour la faire rire, et la façon dont ses yeux se plissaient au coin lorsqu'il lui souriait comme si elle était la source de lumière dans son monde. L'après-midi s'était prolongé jusqu'au soir, alors qu'ils retournaient au manoir et prenaient leur dîner dans la petite salle à manger plutôt que dans le hall formel, assis près l'un de l'autre à une extrémité de la longue table et s'attardant sur leur repas, non pas parce que la nourriture exigeait une telle attention, mais parce qu'aucun ne souhaitait mettre fin à cette journée qui avait été comme un cadeau. Quand enfin l'heure se fit tardive et que Christopher la raccompagna à travers les couloirs silencieux vers ses appartements, comme c'était devenu leur rituel nocturne, Eleanor sentit quelque chose bouger en elle. Comme la glace se détachant de la rive du fleuve lorsque le printemps arrive enfin pour de bon. Un sentiment que la peur à laquelle elle s'était accrochée pour se protéger était devenu moins un bouclier qu'une prison la tenant éloignée du bonheur même qu'elle en était venue à désirer avec une intensité désespérée. Ils atteignirent sa porte, et Christopher se tourna pour lui faire face avec cette expression de tendre dévotion qui avait encore le pouvoir de lui couper le souffle. Il leva la main pour lui caresser la joue avec une douceur qui lui donna envie de pleurer. Et il lui dit d'une voix rauque d'émotion qu'il l'aimait et que cette journée avait été l'une des plus heureuses de sa vie. Il se pencha pour presser ses lèvres contre son front dans le baiser chaste qui était devenu sa bénédiction nocturne. Puis il recula pour lui souhaiter bonne nuit
et se tourna pour s'éloigner vers ses propres appartements. Eleanor sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en le regardant se préparer à partir. Sa voix jaillit avant que la pensée consciente ne puisse former les mots, appelant son nom avec une urgence qui l'arrêta immédiatement et le fit se retourner pour lui faire face, l'espoir et la peur se livrant bataille dans ses yeux gris qui avaient été si froids et étaient maintenant des fenêtres sur un cœur auquel elle avait appris à faire confiance. Sa main tremblait visiblement en se posant sur la poignée de la porte, et elle prit une respiration tremblante avant de dire la vérité qui la terrifiait et la libérait à parts égales, confessant qu'elle avait toujours peur parce que la peur était devenue une compagne si familière que s'en défaire ressemblait à perdre une partie d'elle-même, mais reconnaissant qu'elle avait bien plus peur d'exclure l'amour qu'elle en était venue à ressentir pour lui. Un amour qui avait grandi de la plus petite graine d'espoir pour devenir quelque chose qui remplissait chaque recoin de son cœur et rendait la pensée de maintenir des barrières entre eux plus douloureuse que le risque de la vulnérabilité. La voix d'Eleanor sortit plus forte maintenant, alors qu'elle continuait à dire la vérité qui s'était accumulée en elle pendant toutes ces semaines, à regarder Christopher se prouver digne de la confiance qu'il demandait. Elle lui dit qu'elle l'aimait malgré tout ce qui s'était passé entre eux, et peut-être même à cause de tout, parce que le voyage de ce matin froid et gris de mai à cette soirée dorée d'octobre lui avait montré que les gens pouvaient changer de manière fondamentale lorsqu'ils s'ouvraient à la transformation, que l'amour pouvait naître du sol le plus dur et le plus improbable lorsqu'il était cultivé avec patience et un soin sincère. Elle observa son visage pendant qu'elle parlait et vit l'espoir y poindre comme le lever du soleil sur des collines lointaines, et elle sentit son propre courage grandir pour affronter ce moment qu'elle avait à la fois crainte et désiré pendant toutes les nuits solitaires où elle l'avait écouté parler doucement à travers la barrière qu'elle avait placée entre eux. Sa main bougea avec une lenteur délibérée alors qu'elle tournait la poignée et poussait la porte de ses appartements, la laissant grande ouverte dans un geste qui portait plus de signification que n'importe quel mot ne pourrait en transmettre. Elle croisa son regard en lui disant qu'elle ne verrouillerait pas sa porte ce soir, ni jamais plus, que la barrière dont elle avait eu besoin pour se protéger était devenue un obstacle au bonheur qu'elle désirait maintenant plus que la sécurité. Elle vit son souffle se couper et ses yeux se remplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher, et lorsqu'il parla, sa voix était rauque d'une émotion à peine contenue alors qu'il lui disait quelque chose qui la fit l'aimer encore plus profondément qu'elle ne le faisait déjà. Il dit qu'il n'entrerait pas dans ses appartements ce soir, malgré son invitation, qu'il souhaitait seulement savoir que la porte était ouverte entre eux et que lorsqu'il franchirait enfin ce seuil, ce serait à sa demande explicite plutôt qu'à sa simple permission, car il ne voulait aucune ombre de coercition ou d'obligation pour entacher l'intimité qu'ils partageraient un jour. La tendresse de ces paroles fit que ses yeux s'embrouillèrent de larmes de gratitude et d'émerveillement que cet homme, autrefois si froid et cruel, ait pu devenir quelqu'un capable d'une considération si délicate pour ses sentiments. Lorsqu'il s'approcha et lui prit le visage entre ses mains avec une infinie douceur, elle sentit son cœur s'ouvrir encore davantage pour recevoir l'amour qu'il offrait. Il baissa lentement la tête, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait, et lorsqu'elle resta immobile et en attente, il effleura ses lèvres des siennes dans un baiser doux et chaste, mais qui portait en lui la promesse d'une passion plus profonde, soigneusement contenue par son respect pour son rythme et sa disponibilité. Le contact de sa bouche contre la sienne inonda son corps de chaleur et la fit légèrement vaciller vers lui avant qu'il ne recule avec un effort visible. Il lui dit de bien dormir et l'appela sa précieuse épouse sur un ton qui faisait que ces deux mots ressemblaient à des vœux renouvelés et approfondis. Eleanor le regarda s'éloigner dans le couloir vers ses propres appartements, et pour la première fois depuis leur nuit de noces, elle ne ferma pas sa porte et ne tourna pas la clé dans la serrure, mais la laissa ouverte en se préparant pour la nuit. Elle s'endormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois,
sachant que la barrière entre eux avait enfin été levée par son propre choix et son courage. Christopher, de son côté, retourna dans ses appartements, le cœur si plein de joie, de soulagement et d'amour reconnaissant qu'il pouvait à peine comprendre la transformation qui s'était produite. Cette nuit-là, il ne se tint pas devant sa porte dans sa veillée familière, mais dormit profondément et sans rêve pour la première fois depuis qu'il avait amené sa mariée réticente au manoir d'Ashworth, et il se réveilla le matin avec l'espoir chantant dans ses veines comme le chant des oiseaux accueillant l'aube. Les semaines qui suivirent la gentille nuit, où Eleanor laissa sa porte déverrouillée, transformèrent leur mariage en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer durant ces premiers jours froids, où le silence et le ressentiment avaient rempli les couloirs du manoir d'Ashworth. Le changement était visible non seulement dans la manière dont ils se parlaient avec une tendresse croissante, mais aussi dans la façon dont leur corps avait appris à communiquer l'affection par des gestes qui devenaient de moins en moins hésitants et de plus en plus assurés à chaque jour qui passait. Christopher n'hésitait plus à prendre la main d'Eleanor lorsqu'ils se promenaient ensemble dans les jardins ou au village, et il avait commencé à poser sa main au creux de son dos lorsqu'il s'entretenait avec des tenanciers ou des commerçants, un contact possessif mais doux qui proclamait à quiconque les observait qu'il chérissait sa femme et souhaitait que le monde le sache. Eleanor, à son tour, était devenue assez audacieuse pour se pencher contre lui lorsqu'ils étaient assis ensemble dans la bibliothèque pendant les longues soirées, sa tête venant parfois se reposer contre son épaule, pendant qu'il lisait à voix haute le livre qu'ils avaient choisi. Et elle avait découvert qu'elle aimait le son de sa voix lorsqu'elle était détendue et chaleureuse, plutôt que froide et sèche, comme elle l'avait été dans ses premières semaines terribles. Leurs baisers avaient évolué de l'effleurement chaste des lèvres qui avait marqué leur premier vrai baiser à quelque chose de plus profond et passionné, des moments où Christopher lui prenait le visage en coupe entre ses mains et l'embrassait avec une faim à peine contenue par sa détermination à la laisser dicter le rythme de leur intimité physique. Eleanor se surprenait à répondre avec une passion égale qui la surprenait et la ravissait, car elle n'avait jamais imaginé sa propre capacité de désir. Elle sentait la chaleur l'envahir lorsqu'il l'embrassait et le serrait plus fort au lieu de s'éloigner, et elle remarquait comment sa respiration s'accélérait et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se maîtrisait, et elle l'aimait encore plus pour la retenue qu'il montrait, même si elle se surprenait à souhaiter qu'il l'abandonne. Le personnel avait certainement remarqué la transformation et chuchotait entre eux sur la façon dont le comte regardait sa comtesse comme si elle était la plus belle femme d'Angleterre, et comment sa seigneurie rayonnait de bonheur, rendant ses traits quelconques en quelque sorte charmants. Madame Dalton souriait de son sourire entendu et ne disait rien, mais s'assurait que les appartements de la comtesse soient parfaitement tenus et que des fleurs fraîches y apparaissent quotidiennement. Un soir de fin octobre, après qu'ils eurent dîné ensemble dans la petite salle à manger et s'étaient attardés sur leur vin en parlant de tout et de rien, Eleanor sentit son courage se rassembler comme une vague se préparant à déferler sur le rivage. Lorsque Christopher se leva pour l'escorter jusqu'à ses appartements, comme c'était devenu leur rituel nocturne, elle prit sa main et la serra peut-être un peu plus fort que d'habitude. Ils traversèrent ensemble les couloirs silencieux et atteignirent sa porte. Et au lieu du tendre bonne nuit habituel, Eleanor garda sa main, éleva les yeux vers son visage et lui demanda d'une voix qui ne tremblait que légèrement s'il viendrait dans ses appartements cette nuit, vraiment venir et rester, plutôt que de simplement savoir la porte ouverte. Elle vit son expression se transformer de la surprise à une joie si profonde que ses yeux piquèrent de larmes, et il porta sa main à ses lèvres et la baisa avec une révérence qui la fit se sentir précieuse au-delà de toute mesure, et il lui dit que ce serait son plus grand honneur de venir à elle en tant que son mari dans tous les sens de ce mot. Christopher conduisit Eleanor dans ses appartements avec une tendresse qui lui fit mal au cœur de la plus merveilleuse des manières, et il ferma doucement la porte derrière eux avant de se tourner pour lui faire face avec des yeux qui contenaient une telle révérence
qu'elle se sentit belle pour la première fois de sa vie, malgré ce que le miroir lui avait toujours dit. Il s'approcha d'elle lentement, comme si elle était une chose infiniment précieuse qui pourrait se briser si elle était manipulée sans soin, et lorsqu'il leva les mains pour lui prendre le visage en coupe, elle se pencha vers son contact, ferma les yeux, et sentit le dernier mur autour de son cœur s'effondrer en poussière sous le poids de son amour. Il l'embrassa avec une douceur qui se transforma progressivement en passion, alors qu'elle lui répondait sans peur ni hésitation, ses mains glissant sur sa poitrine et autour de son cou pour le rapprocher. Elle sentit sa surprise et son plaisir devant son audace, et cela la fit sourire contre ses lèvres. Christopher se recula légèrement pour sonder son visage, et lui demanda si elle était certaine que c'était ce qu'elle voulait. Et elle l'aima encore plus de lui poser la question, même si son invitation avait été claire, et elle lui dit qu'elle n'avait jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans sa vie que de son désir d'être vraiment son épouse dans tous les sens de ce mot sacré. Il la déshabilla avec une patience et un soin infini, ses mains tremblant légèrement, alors qu'il défaisait chaque bouton et dénouait chaque ruban, et il murmura contre sa peau qu'elle était belle, précieuse et aimée, jusqu'à ce qu'elle croie presque elle-même à ces mots. Eleanor s'était attendue à ressentir de l'embarras ou de la honte face à sa nudité, après toutes ces années où on lui avait appris que son corps était quelque chose dont il fallait s'excuser. Mais au lieu de cela, elle ne ressentit que la chaleur de son admiration et de son désir, alors que son regard parcourait son corps avec un émerveillement qui semblait entièrement sincère. Lorsque Christopher la porta jusqu'au lit et l'y allongea avec un soin révérencieux, elle tendit les bras pour l'attirer à côté d'elle et l'aida à retirer ses propres vêtements avec des mains qui devinrent plus audacieuses à mesure que sa respiration s'accélérait et que son contrôle s'effritait visiblement. Leur union fut tendre et patiente malgré la faim qu'ils ressentaient tous les deux, car Christopher était déterminé à assurer son confort et son plaisir même si son propre besoin menaçait de submerger sa retenue, et Eleanor découvrit des sensations et des émotions qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir éprouver, alors qu'il l'aimait avec son corps aussi complètement qu'il avait déjà conquis son cœur. Après, ils restèrent un temps enlacés à la lueur de la lampe, sa tête reposant sur sa poitrine et ses bras enroulés solidement autour d'elle. Et le silence entre eux était rempli d'un contentement si profond que les mots semblaient superflus jusqu'à ce que Christopher parle enfin. Il lui dit qu'il s'était tenu devant sa porte verrouillée chaque nuit depuis leur mariage et qu'il avait silencieusement supplié pour le pardon et pour une chance de se prouver digne de son amour. Eleanor sentit des larmes glisser sur ses joues en admettant qu'elle le savait, qu'elle l'avait entendu à travers la barrière dont elle avait eu besoin, jusqu'à ce qu'elle puisse faire confiance à ce que son cœur lui disait. Christopher lui demanda si elle croyait maintenant, et elle leva le visage pour le regarder dans les yeux, en lui disant qu'elle croyait complètement et qu'elle était sienne, tout comme il était sien. Et lorsqu'il l'embrassa à nouveau, le baiser avait le goût du sel de leurs larmes mêlées et d'une joie si profonde qu'elle ressemblait presque à de la douleur, et ils se tinrent l'un contre l'autre toute la nuit, comme s'ils ne devaient jamais se lâcher. Le printemps arriva au manoir d'Ashworth 2 ans après ce matin froid et gris de mai, où Eleanor Whitmore avait épousé Lord Christopher Ashworth dans une transaction destinée à servir la vengeance plutôt que l'amour. La transformation qui s'était produite dans l'intervalle était visible dans tous les aspects du domaine et de ses habitants, des jardins qui fleurissaient avec une abondance vibrante, aux couloirs qui résonnaient de rire plutôt que de silence froid, en passant par les visages du personnel qui servait un couple si manifestement dévoué l'un à l'autre que même les plus cyniques d'entre eux s'étaient adoucis en une sentimentalité romantique. Eleanor se tenait parmi les rosiers par un chaud après-midi d'avril, les mains posées sur le renflement prononcé de son ventre, où leur premier enfant grandissait et arriverait dans peut-être 2 mois
si les calculs du médecin s'avéraient exacts. Elle examinait les nouvelles fleurs avec l'œil critique de quelqu'un qui avait transformé ces parterres négligés en quelque chose de digne de la passion que la mère de Christopher leur avait autrefois prodiguée. Elle n'entendit pas son mari s'approcher jusqu'à ce que ses bras se glissent autour de sa taille par derrière et que ses mains viennent se poser sur les siennes. À l'endroit où leur bébé bougeait et donnait des coups de pied avec une vigueur croissante. Son menton se posa sur son épaule alors qu'il la tirait contre sa poitrine, avec l'intimité facile d'un homme qui se sait aimé et n'a aucune crainte de rejet. Eleanor se pencha dans son étreinte avec un contentement si profond qu'il la surprenait encore parfois lorsqu'elle se souvenait de ses premiers mois de portes et de cœurs verrouillés. Christopher déposa un baiser sur le côté de son cou avant de lui demander doucement si elle se souvenait du temps où elle l'avait exclue de ses appartements et de sa vie, avec une détermination née de l'autoprotection et de la fierté blessée. Eleanor rit et pencha la tête pour le regarder, en lui demandant en retour s'il se souvenait de s'être tenu devant cette porte verrouillée nuit après nuit comme un imbécile éperdu, implorant silencieusement un pardon et une chance qu'il n'avait pas encore méritée, mais qu'il désirait désespérément. Ils rirent tous les deux à ce souvenir, car le temps et l'amour avaient transformé la douleur en quelque chose qu'ils pouvaient reconnaître sans être consumés par elle. La porte verrouillée était devenue une partie de leur histoire plutôt que sa définition, un chapitre qu'ils avaient dépassé mais qu'ils n'oublieraient jamais, car il leur avait appris à tous deux la valeur de la patience. La possibilité de la rédemption et la vérité que l'amour pouvait en effet naître du sol le plus dur et le plus improbable s'il était cultivé avec un soin sincère. Eleanor se tourna dans ses bras pour lui faire face correctement et lui dit qu'elle referait tout si elle savait que cela l'amènerait à ce moment, dans ce jardin, avec cet homme et cet enfant grandissant entre eux. Christopher lui prit le visage en coupe entre ses mains, comme il l'avait fait cette première nuit où il l'avait aimé avec révérence et patience, et lui dit qu'il ferait tout différemment s'il en avait l'occasion, car il regrettait chaque instant de douleur qu'il lui avait causé, mais qu'il remerciait Dieu chaque jour que sa quête mal avisée de vengeance l'ait d'une manière ou d'une autre conduit à la plus grande bénédiction de sa vie. Le village les respectait maintenant, le personnel les adorait, et le domaine prospérait sous leur intendance commune. Eleanor avait découvert qu'un amour et une appréciation sincères pouvaient en effet rendre une femme belle, peu importe ce que son miroir lui avait autrefois dit sur la banalité de ses traits, car Christopher la regardait comme si elle était la créature la plus magnifique jamais créée, et son regard lui avait appris à se voir à travers ses yeux, plutôt qu'à travers les jugements cruels de son père ou de la société. Cher auditeur, cette histoire d'Eleanor et de Christopher n'est pas simplement le récit de deux personnes qui ont trouvé l'amour dans les circonstances les plus improbables. C'est plutôt une histoire qui parle de nous tous et des barrières que nous construisons autour de nos cœurs blessés pour nous protéger de nouvelles souffrances. Peut-être qu'en écoutant, vous avez reconnu quelque chose de vous-même dans la porte verrouillée d'Eleanor ou dans la veillée patiente de Christopher devant elle, car nous portons tous en nous des pièces que nous avons scellées au monde après qu'une trahison ou une déception nous ait appris que la vulnérabilité ne mène qu'à la souffrance. La porte verrouillée dans cette histoire est un symbole des murs que nous érigeons lorsque nous avons été blessés par ceux qui auraient dû nous protéger, lorsque nous avons été utilisés comme instruments de l'ambition ou de la vengeance de quelqu'un d'autre. Lorsque le monde ou nos propres familles nous ont dit que nous n'étions pas assez et ne le serions jamais. Eleanor a verrouillé sa porte parce qu'elle a compris avec une clarté douloureuse qu'elle avait été réduite à une transaction, un outil pour le salut financier de son père et la vengeance de son mari. Par cet simple acte de tourner la clé, elle a revendiqué le seul pouvoir qui lui était accessible dans des circonstances où elle n'avait pas de véritable choix sur la forme de sa vie. Mais cette histoire parle tout autant de Christopher se tenant de l'autre côté de cette porte verrouillée, nuit après nuit, luttant avec la culpabilité
et un amour naissant, apprenant que la vengeance a un goût de cendre et que la personne qu'il avait voulu punir était innocente des crimes qu'il avait cherché à venger. Sa veillée nous enseigne que lorsque nous avons causé du tort, même involontairement ou en poursuivant ce que nous croyions être la justice, le chemin vers la rédemption exige de la patience, de l'humilité et la volonté d'attendre aussi longtemps que nécessaire pour que la confiance soit reconstruite. Les plus grandes histoires d'amour commencent souvent dans les endroits les plus sombres, et parfois les personnes qui nous blessent peuvent en effet se transformer en personnes qui nous guérissent, bien que nous devions être assez sages pour reconnaître la différence entre un changement sincère, démontré par des actions cohérentes, et des promesses vides qui se dissolvent sous l'examen. Toutes les personnes qui se tiennent devant votre porte verrouillée ne méritent pas qu'on leur ouvre, et toutes les portes verrouillées ne devraient pas rester scellées pour toujours. La sagesse consiste à discerner l'un de l'autre par une observation attentive de l'alignement des paroles et des actes au fil du temps. Votre porte verrouillée peut être différente de celle d'Eleanor, se manifestant peut-être par une indisponibilité émotionnelle, une réticence à faire confiance, ou des murs construits si hauts que personne ne peut les escalader. Et votre douleur peut avoir des racines différentes des siennes, mais l'invitation que cette histoire vous adresse reste la même, quelles que soient vos circonstances particulières. Soyez assez courageux pour déverrouiller votre porte lorsque l'amour se prouve vrai par la patience, le respect et un changement sincère. Et soyez assez patient pour vous tenir devant la porte verrouillée de quelqu'un d'autre si vous avez été la cause de sa douleur et souhaitez vraiment vous amender. Le changement est possible même lorsque l'amertume s'est calcifiée en identité. L'amour est possible même lorsque l'espoir semble naïf, et de nouveaux départs sont toujours possibles, quel que soit votre âge ou le temps que vous avez vécu derrière des portes verrouillées, car Eleanor avait 24 ans et se considérait comme une vieille fille résignée à une vie sans amour. Et pourtant, elle a trouvé une joie profonde lorsqu'elle a eu le courage de risquer à nouveau la vulnérabilité. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Eleanor, la rédemption de Christopher et leur voyage de la vengeance à l'amour. Si ce récit a touché votre cœur, veuillez vous abonner pour plus d'histoires d'amour triomphant contre toute attente et transformant même les circonstances les plus improbables en beauté. Jusqu'à la prochaine fois, cher auditeur, puissiez-vous trouver le courage de déverrouiller vos portes lorsque l'amour se montre digne, et puissiez-vous avoir la sagesse de reconnaître quand ce moment est arrivé.